Bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien de rentrée pour le Parti de la France. Et oui, nous sommes normalement, si je fais bien de mon travail, cette vidéo est diffusée le 7 septembre et nous tournons le 3 septembre. Et j'ai la joie, pour cette émission de rentrée, j'ai la joie pour repartir sur une nouvelle saison d'entretien, de commencer avec Jonathan Sturel. Jonathan Sturel, responsable de la délégation des siècles, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, on a déjà fait plusieurs forums du Parti de la France ensemble. Bonsoir, bonjour Jonathan, comment allez-vous? Bonjour Alexandre, merci pour l'invitation. Je vais très bien, comme à chaque fois que je suis invité par, vos soins, parce que c'est toujours un plaisir qui se renouvelle et donc on va forcément bien quand on est avec des gens bien. Tout à fait. Et justement, tous les gens bien qui nous écoutent, tous les lecteurs qui nous écoutent, je vous conseille de découvrir la maison d'édition, la délégation des siècles. Le lien sera dans la description et on aura l'occasion d'en parler durant cet entretien. Alors oui, tout d'abord, comme je le disais, on est le 3 septembre, 10 heures. Il y avait une émission ce matin sur Radio Courtoisie où vous étiez justement chroniqueur. Avant tout, ça s'est bien passé? Oui, effectivement, j'anime, désormais une chronique, hebdomadaire sur, Ligne droite, c'est la matinale de Radio Courtoisie. C'est tout nouveau, c'est depuis cette rentrée, ça se passe systématiquement, très bien. Les gens de cette équipe sont très professionnels et ils mettent énormément de moyens. Et ils ont un programme, de rentrée qui est chargé puisqu'ils ont recours à un certain nombre maintenant de chroniqueurs avec des invités souvent prestigieux, en tout cas toujours intéressants et donc c'est un plaisir d'en être. Alors pas, un plaisir, qui flatte mon ego, mais un plaisir, pour la cause d'une manière générale puisque ce genre d'initiative favorise la propagation de nos idées, la démocratisation de nos idées, de nos démarches, de nos la diffusion de nos concepts, de nos analyses et cetera. Donc c'est toujours positif de voir que ces milieux-là, ce qu'on appelle un peu la réinformation ou plutôt les médias non mainstream et cetera, bah, prennent de plus en plus de place à mesure que passent les années et c'est tant mieux. On n'en est pas encore au moment où, Radio Courtoisie, surplombe, BFM, mais un jour, qui sait, peut-être, faut Bonjour. l'espérer en tout cas. Et oui, tout à fait, tout à fait. Et oui, d'ailleurs, justement, je crois qu'à cette matinale, il y avait aussi Philippe Vardon et Nicolas Beck, qui sont deux cadres d'Identité et Liberté de Marion Maréchal Le Pen. Vous, sauf erreur de ma part, vous n'avez jamais été vraiment encarté politiquement, dans le sens où vous n'avez jamais été adhérent ou cadre, en tout cas, d'un parti politique. Est-ce que c'est un choix volontaire pour garder votre liberté de penser, justement, et pour pouvoir collaborer avec plusieurs partis politiques comme le nôtre aujourd'hui, ou est-ce que, tout simplement, aucun parti n'a trouvé grâce encore à vos yeux à 100%? Alors, aucun parti n'a trouvé grâce à mes yeux à 100 en effet, mais je ne crois pas que pour adhérer à un parti, il faut attendre de ce parti qu'il corresponde à 100 à nos attentes. Se rapprocher d'un parti qui se rapproche, d'une majorité de nos idées, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien et très difficile de le trouver et lorsqu'on le trouve, ce n'est pas, idiot d'y adhérer. Mais, je fais le choix effectivement d'adhérer à aucun parti politique pour la raison que vous avez mentionnée, pour une question d'un peu de liberté, puisque si j'étais par exemple encarté dans un certain parti, il y a certaines choses que je ne pourrais plus dire ou plus de la même façon. Il y a certaines personnes que je ne pourrais plus rencontrer parce que vous savez, lorsque l'on est dans un parti, on est un petit peu astreint à la ligne du parti et on est un petit peu «surveillé» entre guillemets par, la hiérarchie du parti qui s'assure que chacun de ses membres, surtout s'ils ont une activité publique sur les réseaux, sur internet, ne fricotent pas avec des gens que ce parti a désignés comme étant non fréquentables et moi je ne veux pas de ce genre de choses. Je suis plus dans une démarche métapolitique, on en reparlera peut-être, que dans une démarche politique au sens militant et l'autre raison qui fait que je n'adhère à aucun parti, c'est qu'adhérer à un parti implique la plupart du temps de devoir défendre la totalité de son programme, lorsque l'on intervient publiquement, y compris, des aspects du programme que nous ne partageons pas forcément et il est tout à fait possible d'adhérer à un parti, comme je le disais, sans adhérer à 100 de son programme. Il y a dans beaucoup de partis des choses avec lesquelles je suis en harmonie et d'autres avec lesquelles je ne le suis pas, mais si je devais appartenir à un parti comme celui-là, je devrais, lorsque l'on m'interroge sur ces points précis, reprendre la ligne du parti, puisque si je ne le faisais pas, je ne serais plus le bienvenu dans ce parti, donc je serais astreint à une certaine forme de pas de censure, mais de je serais obligé de diriger mon propos de manière à lui faire, entrer pleinement dans le cadre du parti en question et ça je ça ne m'intéresse pas. Ça ne veut pas dire que ceux qui le font une erreur. J'imagine que chacun a ses propres raisons, mais pour ma part, j'envisage pas du tout d'adhérer à un parti, mais j'ai adhéré à un parti et j'ai été membre d'un parti, mais c'était il y a 20 ans et c'était au moment où Philippe de Villiers avait connu, comme un regain d'intérêt médiatique et un regain d'activité médiatique. Il était à la tête de ce qu'on appelait à l'époque le MPF, Mouvement pour la France. À vrai dire, je ne sais même pas si ça existe encore, mais en tout cas, ça existait. C'était prometteur à il y a une vingtaine d'années. Quand je dis une vingtaine d'années, je crois que c'était exactement il y a 20 ans
C'était probablement en 2005. J'y avais adhéré, j'avais des petites responsabilités, départementales, mais je ne l'avais pas renouvelé pour les raisons que je viens de dire et je suis, très bien, hors les partis. Tout en ayant conscience que de la nécessité sans doute à l'heure actuelle des partis qui sont, qui sont des cadres dans lesquels on peut, mettre les pieds et se faire guider, se faire aider, se faire assister, se donner une discipline, se donner une direction. Donc ceux qui le font, bah, très bien pour eux, je ne le dénigre pas du tout, je dis simplement que c'est pas pour moi, voilà. Je comprends tout à fait, d'ailleurs j'ai vérifié par souci d'exactitude et effectivement le comment dire? Le MPF a été dissous en 2018. J'avais plus la date effectivement. Oui, d'accord, il a Hem été dissous en 2018 alors, C'est d'accord. ça, c'est ça. Mais je me reconnais parfaitement dans ce que vous dites, hein, d'ailleurs, parce que pour l'histoire de la fréquentation, par exemple, si j'ai été écarté du Front National, c'est parce que je fréquentais Yanis Morio, voilà, petite exclusivité que je balance comme ça. Et oui, je me reconnais tout à fait dans ce que vous dites également pour je le ressens moi-même dans mes émissions, parfois il y a mes positions qui sont opposées à celles du parti, ça peut arriver par exemple sur la PMA, et ben je le précise à chaque début de phrase pour bien que les gens fassent le distinguo entre ce que pense Alexandre Wenger et ce que pense le Parti de la France, et c'est pas forcément Mmh. évident, voilà, de montrer qu'il peut y avoir des divergences, excusez-moi, Oui, au sein d'un parti politique, entre les cadres. c'est Pour vrai. le port d'armes aussi, bref, il y a plusieurs sujets comme ça. Donc je comprends totalement ce que vous dites en tant que personne active en politique, et je pense que les spectateurs comprendront aussi. Et justement, parce qu'on parle de politique, la politique, tout le monde visualise ce que c'est, tout le monde sait ce que la politique, on est des citoyens dans une démocratie, donc on a tous des droits, slash des devoirs civiques relatifs à la politique, comme le vote par exemple. J'aimerais vous poser la question, vous avez parlé de métapolitique, effectivement, vous, c'est plus votre branche, la métapolitique, mais c'est peut-être moins clair, c'est peut-être plus flou pour une partie de notre audience, une partie de nos spectateurs. Est-ce que vous pourriez expliquer de manière très simple ce qu'est la métapolitique et comment vous y contribuez? Oui. Alors, effectivement, je suis plus dans une démarche métapolitique et en fait, nous le sommes tous plus ou moins. Je considère que 99 du travail qu'il s'agit d'accomplir de nos jours est d'ordre métapolitique, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le cadre des partis et du militantisme politique et il faut absolument diffuser nos idées, les diffuser par tous les biais qui sont à notre disposition. Ça peut être les biais de la culture notamment, c'est ce que j'essaye de faire, la littérature, les livres et cetera. C'est-à-dire se saisir d'un certain nombre de sujets, de thèmes et les diffuser dans la société, mais sans que ce soit de manière frontale, militante et politique, puisque lorsqu'on le fait de cette manière-là, on a tendance à plus facilement braquer les gens. Lorsque vous vous adressez à quelqu'un et que vous lui proposez de lire un livre qui diffuse un certain nombre de thèses politiques intéressantes, il sera généralement plus bienveillant à votre égard, vous prêtera une oreille plus attentive que si vous venez vers lui avec le tract d'un parti politique en lui disant les mêmes choses. Je suis pour la diffusion des idées dans la société et je pense que c'est 99 du travail que nous devons accomplir et le dernier pourcent, en réalité, c'est l'acte électoral. Mais 99 de ce travail, c'est-à-dire l'immense majorité de ce travail, en fait, est quasiment voué à l'échec s'il n'y a pas ce dernier petit pourcent qui est le passage à l'acte électoral à la fin et le passage électoral de fin a de fortes chances de faire voter les gens n'importe comment s'il n'y a pas eu préalablement et en amont, ce gros travail métapolitique qui correspond à 99 du travail. Donc il faut que des gens fassent ce travail métapolitique de diffusion de nos idées par tous les biais qui existent, en utilisant internet, en utilisant l'entrisme dans l'entreprise, en utilisant, le contenu culturel, les livres, la littérature, l'activité sur les réseaux sociaux, en parlant de toutes ces choses-là. Et il faut aussi qu'il y ait des gens qui, en dernière analyse, interceptent entre guillemets «le citoyen» tel que la métapolitique vient de le forger, pour le transformer, le «convertir» entre guillemets en électeur, à la fin. Parce que ça ne sert à rien d'avoir, une majorité de Français conscients, des problèmes que nous dénonçons, réceptifs, vis-à-vis de nos analyses, mais qui en dernière analyse n'opèrent pas la bascule électorale et ne vont pas voter. Ça ne servirait à rien puisqu'en en il faut parce que le système est ainsi fait que si vous n'allez pas voter, si vous n'essayez pas de peser, en tout cas, c'est ce qui se passe actuellement, si vous n'essayez pas de peser sur le processus électoral, de faire élire les bonnes personnes et cetera, ça ne sert à rien, en fait, d'avoir une population consciente des problèmes si cette population ne fait pas en sorte de voter pour les gens qui vont s'engager à les résoudre. Donc ce qu'il faut, c'est de l'association des 2, des gens qui font ce que j'essaie de faire et des gens qui font ce que vous essayez de faire. C'est-à-dire des gens qui essayent de diffuser des idées et des gens qui essayent de récupérer les citoyens que nous venons de former métapolitiquement et intellectuellement pour les convertir en électeurs, le temps en tout cas d'une élection, de manière à ce que ces gens que nous avons formés, heu, répercutent
les bienfaits de cette formation dans l'acte électoral, de manière à changer la physionomie, de l'Assemblée nationale, par exemple, de l'Élysée et cetera. Hem, Moi, par exemple, je me vois absolument pas me présenter à une élection. Je pense que ceux qui font l'acte de se présenter à une élection, de se présenter au suffrage, de se mettre sur des affiches et cetera et d'aller à la rencontre des citoyens, ça demande un courage, une énergie, un sacerdoce, c'est vraiment une vocation. J'admire les gens qui le font, quel que soit le parti politique d'ailleurs, quelles que soient les idées qu'ils défendent dans ce cadre. Mais ceux qui le font ont vraiment mon respect, sur la forme. Je suis incapable de faire ça. Je suis absolument incapable de faire ça. Je ne veux pas le faire. Je pense que je ne voudrais jamais le faire. Mais, je pense qu'il est nécessaire que certains le fassent et moi, ce que j'essaie de faire avec d'autres, hein, dans ce travail métapolitique, c'est lorsque les gens vont se rendre dans l'urne le jour de l'élection, au moment de glisser leur bulletin dans l'urne, se rappellent de tout ce qu'ils sont susceptibles de m'avoir entendu dire, de toutes les idées qu'ils sont susceptibles de m'avoir vu diffuser sur les réseaux sociaux et que cela ait une influence positive sur leur vote. Donc tout cela est complémentaire, tout cela est indispensablement complémentaire. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Il ne peut pas, il n'y avoir que de la métapolitique s'il n'y a pas l'acte électoral à la fin et il ne peut pas y avoir d'intérêt à l'acte électoral à la fin s'il n'y a pas eu préalablement le travail en amont de la métapolitique. Donc, nous sommes complémentaires. Il faut être de toute façon sur tous les fronts et celui que j'ai choisi, c'est celui effectivement de la métapolitique, c'est-à-dire de la diffusion des idées, en l'occurrence moi par la littérature et par la diffusion des livres. Voilà. Je pense que c'est, une façon assez efficace de travailler. Très, très bien. Bah, ce que vous dites me fait beaucoup penser à une citation, d'Emmanuel Kant. Alors je sais qu'il est pas apprécié dans notre milieu, mais une citation que j'aime bien de lui en l'occurrence, c'est: «La pratique sans théorie est aveugle, la théorie sans pratique est stérile». Ça me fait penser un peu à ça, Oui. cette idée que, bah, on est 2 poumons finalement et que, bah, l'un poumon ne peut pas fonctionner sans l'autre. J'apprécie beaucoup, votre forme et d'ailleurs oui, je rajouterais que, le 21 septembre, habitants de Paris qui nous regardaient, le Parti de la France sera candidat dans la deuxième circonscription avec Alexandre Simoneau en tant que candidat et moi-même en tant que suppléant. Donc si vous habitez à Paris, n'hésitez pas à aller voter pour le Parti de la France. C'est quand même, quelque chose de beau, voter pour le Parti de la France, c'est pas tous les jours qu'on peut. Continuons si vous le voulez bien, justement, ma prochaine question, je ne sais pas si elle est d'ordre métapolitique ou de l'ordre politique, sûrement un petit peu des deux. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'on entend beaucoup parler, que ce soit dans les médias ou même dans la bouche de certains candidats, parler de l'union des droites. Mais ce que j'aimerais savoir déjà, c'est est-ce que l'union des droites est faisable et surtout, est-ce que l'union des droites est souhaitable? La première question est plutôt politique et la deuxième plutôt métapolitique. Bah, est-ce qu'elle est faisable, en l'état actuel? J'ai l'impression qu'elle est difficilement faisable puisque c'est un peu la guerre des égos, la guerre des chapelles à droite et ce depuis très longtemps. Est-ce qu'elle est souhaitable? Par contre, oui. D'ailleurs, je pense qu'elle est souhaitable, et qu'elle est même vitale. Il y a parmi les personnages historiques pour qui j'ai énormément d'admiration, un certain Paul Déroulède, que l'on connaît plus beaucoup de nos jours, y compris dans nos milieux malheureusement. Mais Paul Déroulède était un patriote, qui n'était pas, l'esclave d'un parti en l'occurrence, ni d'une chapelle et qui disait: «Peu importe que l'on soit royaliste, républicain, bonapartiste, français, c'est notre nom de famille commun». Et tout le reste, ce sont des prénoms et i donc c'est en fait, ça préfigure d'une certaine forme, une certaine volonté d'union, bah, de ce que l'on pourrait appeler l'union des droites et Déroulède disait que si chacun campe sur son précaré et s'il circonscrit son action aux seules limites de son précaré, on s'en sortira jamais et ça va multiplier les occasions, de guerre entre les chapelles et cetera et des gens qui en fait beaucoup de choses en commun vont continuer de se tirer dans les pattes, alors que ce qu'il faut absolument lorsque la mission est aussi grande que celle qui consiste à sauver la France des périls vers lesquels elle s'avance, il est justifié, il est légitime, il est normal, il est louable que l'on fasse chacun un effort pour se rapprocher, pour faire un pas en direction de gens qui ne nous sont pas totalement opposés en politique et avec qui nous avons un certain nombre de points communs. Moi, si demain on annonce qu'un grand mouvement naît qui va d'Éric Zemmour en passant par le Parti de la France et qui va englober Marine Le Pen, Marion, qui va englober Bardella, qui va même aller jusqu'à englober Retailleau s'il veut en être et que tout ça s'appelle l'union de la droite et qu'elle s'assume en tant qu'union des droites, parce qu'il ne s'agit pas de faire rentrer dans cette union des gens qui se revendiquent de droite, mais qui en fait pratiquent une politique ou qui ont une philosophie, plutôt de gauche, depuis toujours et qui vont entrer dans ce parti, qui vont entrer dans cette connexion uniquement pour la gauchiser ou pour la centriser. Il faut, à partir du moment où des gens se revendiquent de droite et sont capables d'assumer politiquement et publiquement une politique de droite, eh bien, ils sont les bienvenus et il faudra les accueillir, même si ce sera difficile dans certains cas, puisque dans certains cas, nous serons tentés de dire à ces gens: «Oui, mais il y a encore 5 ans, il y a encore 10 ans ou il y a 20 ans, vous avez été dans le camp d'en face et vous avez été de ceux qui nous ont mis dans cette situation». C'est très difficile
mais il faut accepter les transfuges et les transfuges, en fait, c'est-à-dire les gens qui viennent du camp d'en face et qui nous rejoignent en cours de route, sont très intéressants d'un point de vue politique et même d'un point de vue métapolitique parce qu'ils sont la démonstration que l'on peut s'être trompé dans un premier temps et après rejoindre, la vérité. Donc il ne faut pas être, trop véhément, il ne faut pas être trop méchant, trop «intolérant» entre guillemets avec les transfuges. Je sais que dans nos milieux, dès l'instant que quelqu'un a flirté plus ou moins avec la gauche pendant un certain temps, voire qu'il a été clairement dans le camp d'en face et qu'il a tenté ensuite de nous rejoindre par petits pas, comme par exemple une certaine Marguerite Stern que peut-être quelques-uns ici connaissent, je pense que oui, qui était une fémène à l'époque, qui a fait des graffitis absolument immondes, qui a participé à des opérations immondes qui ont consisté à profaner des lieux saints et cetera. À l'époque où elle était, elle était notre ennemie absolue. Et progressivement, elle a évolué étape par étape. Une prise de conscience a eu lieu et moi, j'accueille cela avec joie et avec bienveillance. Mais je vois que dans nos milieux, je le vois dans les réseaux sociaux et cetera et je peux le comprendre aussi, hein. Des gens qui disent: «Mais pour qui elle se prend celle-là? Cette convertie de la 25e heure, on n'a pas de leçon à recevoir d'elle. Nous, on est conscients de ces choses-là depuis des années, on n'a rien à apprendre d'elle et puis c'est trop tard, il fallait être là d'abord». Non, non, c'est pas vrai. Les transfuges sont très intéressants de ce point de vue-là puisqu'ils sont la démonstration, en fait, que nous avions raison et que lorsque l'on est opposé à nous, dans un premier temps, c'est qu'on est dans l'erreur. Donc il faut accueillir les transfuges et si l'on veut faire l'union de la droite, il faudra accueillir les transfuges puisque de toute façon, une union par définition, c'est l'association pour un temps donné, en tout cas dans le cadre d'une politique bien précise et circonscrite dans le temps, de gens qui, au départ, ne sont pas tous sur la même ligne. Donc on ne peut pas d'un côté promouvoir l'union des droites comme je le fais et dire que ceux qui n'étaient pas autant de droite que nous à une époque, ne seraient pas les bienvenus, ce serait incohérent. Donc oui, est-ce qu'elle est réalisable en l'état? Pas vraiment et on l'a vu lors des dernières échéances électorales, lorsque les gens de notre milieu au sens large avaient le vent en poupe, il y a quand même eu des conflits qui étaient essentiellement des conflits de personnes et des conflits d'ego et on le voit encore aujourd'hui. Bon, si un jour on arrive à passer cette étape-là, on aura fait, un grand pas et encore une fois, il faut s'inspirer de la gauche. C'est très difficile à admettre, mais la gauche, nous donne des leçons en l'occurrence, hein. Vous savez ce qu'ils ont appelé le NPF, le nouveau Front populaire, c'est entre guillemets «l'union de la gauche» et pourtant Dieu sait qu'à l'intérieur de cette gauche, ils ne sont pas tous sur la même ligne sur tous les sujets, mais ils ont réussi à un moment donné, dans le cas spécifique d'une élection de première importance, à s'unir et ça leur a permis d'enregistrer un score électoral absolument fascinant. Si nous n'en prenons pas de la graine, si nous n'imitons pas ce modèle, nous sommes voués à avoir plusieurs chefs qui vont passer leur temps à se tirer dans les pattes et laisser les militants, les citoyens que nous sommes, compter les défaites électorales et ça ne peut plus durer puisque l'enjeu qui est le nôtre, qui est le plus grand de tous peut-être, le deuxième plus grand de tous, celui de sauver la France, puisque le premier de tous, c'est sans doute de sauver son âme dans le cadre d'une démarche religieuse et spirituelle. Mais dans un second temps, en tout cas sur notre vie terrestre, le plus grand enjeu auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est le sauvetage de la France et nous sommes peut-être la dernière génération, la dernière époque à pouvoir le faire. Il faut absolument, faire l'effort, d'un certain nombre de compromis. Le mot est difficile évidemment, le concept lui-même est difficile, l'accepter l'est aussi, mais il va bien falloir en passer par là, sinon, nous sommes tous foutus. Merci beaucoup Jonathan Sturel pour votre réponse à cette question. Je suis obligé de répondre aussi un petit peu de mon côté, parce que beaucoup de commentateurs vont me poser aussi la question en tant que cadre du Parti de la France. Bah déjà, quelqu'un qui m'a assez impressionné là-dessus, c'est pas vraiment une union des droites, mais c'est une union de, on va dire, de concepts opposés, c'était Jean-Marie Le Pen. Quand il a créé le Front National, il a cofondé le parti avec des gens qui, effectivement, voilà, avaient des liens avec la Waffen-SS, hein, les médias le rappellent tous les jours, mais aussi des gens qui étaient reconnus comme étant de vrais résistants. Roger Hollande, Jean-Marie Le Pen a dit la Seconde Guerre mondiale, c'était il y a plus de 30, c'était il y a 30 ans, en 1972, donc il y a à peu près 30 ans. La France a des besoins, la France a des enjeux, la France doit vivre dans son présent, elle doit pas être traumatisée par son passé. On unit des gens qui semblent totalement opposés, qui viennent de milieux opposés, pour au final créer un parti qui, en l'occurrence, a eu une histoire assez incroyable. Et d'un point de vue plus factuel, pour ceux qui, parce qu'il y a des militants qui nous regardent, il y a même des cadres de partis politiques, etc. Oui, on sait que l'union des droites c'est totalement difficile, et on sait que concrètement, malheureusement, voilà, l'union des droites souvent c'est comme la souris et l'éléphant. C'est-à-dire que c'est l'éléphant qui va sur c'est la souris, excusez-moi, qui va sur l'éléphant et c'est l'éléphant qui conduit. En l'occurrence, le Rassemblement national ne nous laissera jamais prospérer avec nos idées. Le Rassemblement national n'attend qu'une chose, c'est de dissoudre le Parti de la France. Hein. Jordan Bardella l'a plus ou moins dit à demi-mot. Et quand on voit les idées, voilà, les idées défendues par le Rassemblement national, c'est-à-dire la conservation de la loi Veil dans la Constitution, c'est-à-dire par exemple
le maintien du mariage pour tous, contre la remigration, dire que la théorie du remplacement c'est de l'extrême droite, c'est quelque chose qui n'existe pas. Malheureusement, voilà, on sait comment ça se passe. Les idées ne sont pas réparties de manière équitable en termes de représentation dans notre démocratie. Et c'est pour ça, voilà, ne voyez pas le Parti de la France comme un parti boudeur. C'est juste que c'est un parti qui se fait ostraciser par le Rassemblement national et aussi par d'autres mouvements. Et que ces mouvements-là n'ont aucune volonté d'union des droites parce ils nous verraient comme des nazis, ils nous verraient comme des fachos et ils ne veulent pas avoir une réputation médiatique comme telle, alors qu'ils l'ont déjà, cette réputation médiatique. Mais bon, pas de couilles, pas d'embrouille. Merci beaucoup, Jonathan Sturel, pour votre point de vue. J'aimerais vous poser aussi une question parce que vous êtes avant tout éditeur. La délégation des siècles, je vous rappelle, qui est dans la description, n'hésitez pas à faire un tour. Et justement, question un peu globale, mais ça permet d'introduire le sujet. Qu'est-ce que vous pensez du monde de l'édition aujourd'hui, actuellement? Est-ce que le monde de l'édition réussit à donner l'envie de nous plonger dans des livres, dans la littérature, dans une époque où, soyons honnêtes, plus personne ne lit, ou du moins plus en plus de personnes lisent de manière plutôt numérique que physique? Bah, alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, je vais répondre que le monde de l'édition d'une manière générale, hein, pas le monde de l'édition de nos milieux, mais d'une manière générale, continue d'être assez vivant, même si ça n'est pas ce que ça a été, jadis. Par contre, les livres qui sont diffusés maintenant sont rarement des livres, de littérature. Ce sont des livres, de gens qui, assez souvent, ont une réputation, ont déjà un nom connu et les éditeurs s'en servent comme d'un argument commercial pour vendre plus de livres, puisque un éditeur, par définition, est aussi un commerçant. Il faut bien qu'il vende son livre, hein. On est bien d'accord que c'est le nerf de la guerre. Mais, je vois très peu de cas où un éditeur édite de la littérature à proprement parler. Il édite des livres, généralement, ça c'est vrai, qui peuvent intéresser un certain public, un certain segment du public, un certain lectorat. D'ailleurs, il y a des gens qui les achètent, ces livres, donc c'est que ça fonctionne. Mais il n'édite plus de la littérature. En soi, c'est pas grave, on peut éditer autre chose que de la littérature. Le livre, après tout, c'est un support physique, c'est un objet. On peut s'en servir pour, diffuser des recettes de cuisine, faire un livre de cuisine. On peut s'en servir pour, diffuser, une technique sur une discipline particulièrement. Des livres techniques, ça existe, on peut voilà. Moi, ce que j'aime dans le livre, c'est qu'il soit un objet à la destination d'une certaine mission qui permet de d'élever les gens. Et je pense que la littérature ou la poésie, même si je ne suis pas un grand, lecteur de poésie, mais la poésie, la littérature, la prose et cetera, ce sont lorsque c'est bien fait, ce sont de belles choses et se mettre au contact des belles choses permet de s'élever par l'intelligence, par la sensibilité, par la pensée aussi. Ça nous permet d'être un petit peu plus, réceptifs d'un certain nombre de choses. En tout cas, voilà, une bonne littérature, ça rend service à l'âme et à l'intelligence. Et c'est cela, en fait, que le monde de l'édition d'aujourd'hui ne fait plus. Il continue d'éditer des livres. Bon, voilà, c'est très bien, ça fait vendre du papier. C'est pas toujours très utile, hein. Il m'arrive de déambuler dans les rayons des librairies et je me dis: «Comment c'est possible qu'on en soit arrivé là?» J'ai parlé récemment sur les réseaux sociaux d'un livre d'un certain, j'ai même oublié son nom, c'est un acteur qui s'appelle Raphaël Quenard ou Quesnard, je ne sais pas. Il a écrit un livre, bon, ça s'appelle Clamser à Tataouine, on appréciera la poésie du titre et j'en ai lu quelques passages, c'est indigent, ça n'a aucun intérêt, mais voilà, c'est le genre de choses qui intéressent, les éditeurs aujourd'hui, c'est vendre du livre. Mais malheureusement, la société dans laquelle nous sommes conduit les vendeurs de livres à devoir proposer des livres qui ne sont pas des livres, à haute valeur ajoutée intellectuelle et littéraire, mais des livres qui sont susceptibles de faire vendre. Donc, probablement que ça dessert la littérature, mais ça permet de maintenir vive l'activité éditoriale et le jour où la littérature fera son retour, elle pourra, être implémentée dans cette logistique qui fonctionne encore à peu près bien. Donc, pour le moment, le monde de l'édition, c'est comme un comment dirais-je? C'est comme un train sans passagers, mais le train continue d'avancer. Maintenant, notre travail à nous, c'est de mettre des écrivains dans ce train pour qu'ils se servent de cette logistique. Pour ce qui est de la littérature de nos milieux à nous, le monde de l'édition, parlons, de nos milieux à nous, bon, c'est un peu pauvre évidemment, puisque pendant très longtemps, les milieux de droite ont un peu boudé le monde de la culture et je suis obligé de le reconnaître et de le regretter. Pendant très longtemps, moins maintenant, hein, mais pendant très, très longtemps, l'activité éditoriale de nos milieux a consisté à éditer ou rééditer des livres qui étaient en lien avec la Seconde Guerre mondiale.
C'est ce dont on parlait tout à l'heure, il y a un moment donné, il va falloir dépasser ce cadre. C'est une réflexion que je me faisais un jour, j'étais dans un rassemblement, où il y avait beaucoup de livres de nos milieux, puisque c'était un rassemblement de nos milieux et à peu près 6, 7, voire 8 livres sur 10 qui étaient exposés sur les stands, me parlaient de la Seconde Guerre mondiale et d'Oradour-sur-Glane et non, c'est qu'à un moment donné, voilà, va falloir à un moment donné, se débarrasser un peu de ça. Continuer à travailler sur le sujet si ça nous intéresse, mais donner une place un petit peu plus circonscrite à ces sujets-là, ce n'est pas se désavouer, c'est simplement qu'à un moment donné, il va falloir faire autre chose et il y a des initiatives dans nos milieux qui naissent là depuis un certain nombre, d'années. Bon, bah, moi, par exemple, je suis édité par les éditions du Verbeau de Sylvain Durin, établi à Nancy, qui fait de choses absolument magnifiques. Ils ont un catalogue, qui s'étoffe, en permanence, qui est de plus en plus beau et qui touche un peu à tout. Qui propose des livres pour enfants, qui propose de la littérature, du roman, des essais et cetera, sur des sujets d'actualité, sur des sujets qui nous concernent aujourd'hui, qui nous concerneront demain et ce n'est pas une maison d'édition qui va, rabâcher constamment Oradour et puis machin et puis, voilà, bon bref, on s'est compris donc Mmh. il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui se perfectionnent de plus en plus. Maintenant, il faut que les lecteurs jouent le jeu aussi. Lorsque les éditions du Verbeau, fait l'effort d'éditer un beau livre, il faut que les lecteurs soient au rendez-vous et ils ne le sont pas toujours, c'est bien le problème. Ils ne le sont pas toujours et ça rend frileux un certain nombre d'éditeurs, ce qui est légitime puisque je le disais tout à l'heure, éditer des livres, c'est aussi vendre des livres et si vous faites le pari financier d'investir dans la fabrication matérielle d'un livre qui ne se vend pas, vous allez le faire une fois, 2 fois, 3 fois et puis vous allez vous mettre dans le rouge financièrement et vous allez devoir arrêter parce que les lecteurs n'ont pas été au rendez-vous. Voilà l'une des choses qu'il faut que nous fassions dans nos milieux. Voilà l'un des réflexes métapolitiques que nous devons avoir, c'est soutenir les gens qui ont qui sont des gens d'initiative dans nos milieux, voilà. C'est bien beau de faire un don Tipeee, à Baptiste Marchais qui est établi au Texas, mais c'est pas ça qui va sauver la France, hein. Si vous voulez sauver la France, si vous voulez contribuer à ce grand effort de résurrection de nos idées, de nos courants, de nos sensibilités, c'est lorsque les éditions du Verbeau proposent un nouveau livre, c'est au à minima de vous y enfin, au minimum de vous y intéresser et si même vous pensez que vous-même, vous n'allez pas être intéressé par ce livre en particulier, eh bien faites l'effort, qui est quand même pas un effort, grandiloquent, de relayer néanmoins l'information, sur vos propres réseaux sociaux. Parce que peut-être que dans vos abonnés, il y a des gens que ça va intéresser. Il faut absolument que nous ayons ce réflexe communautaire de nous aider les uns les autres. Moi, je passe mon temps à partager, à diffuser, des informations parce que telle maison d'édition amie, a publié un livre, soit qu'il m'intéresse, soit qu'il ne m'intéresse pas, mais dont je suppose qu'il pourrait intéresser les autres. Alors en tout cas, j'en parle sur mes réseaux sociaux et il faut absolument que nous fassions ça. Il faut arrêter cette mentalité de boutiquier. Nous dénoncions à l'instant la guerre des égos, la guerre des chefs dans le cadre de la politique à droite. Il faut aussi que la guerre des la guerre des chapelles s'arrête aussi dans nos milieux. Il faut arrêter sous prétexte que nous sommes édités par un éditeur en particulier, ne plus parler des livres qui sont édités par d'autres éditeurs parce qu'on a l'impression que ça va faire de l'ombre et cetera. Nous sommes une espèce de grande famille embarquée dans un seul et même combat. Il faut absolument que nous ayons le réflexe communautaire de nous soutenir les uns les autres. C'est ce que je passe mon temps à faire. C'est pas toujours, l'ascenseur n'est pas toujours renvoyé, tant pis, mais en tout cas, il faut continuer de le faire. Donc, pour répondre à votre question après cette longue digression, il y a des choses de plus en plus prometteuses dans nos milieux, des gens qui s'essaient de plus en plus. Vous avez par exemple quelqu'un qui intervient récemment sur mon canal Telegram, qui a écrit qui a d'ailleurs publié son livre, chez votre camarade Bruno Hirou. Un livre de poésie, par exemple et voilà, eh bien, j'en ai parlé avec grand plaisir et je souhaite que d'autres en parlent. Donc il y a des gens qui s'essaient dans nos milieux à la littérature, à la poésie, qui essaient de se refamiliariser avec des formes de culture un petit peu abandonnées, y compris par nos milieux et même surtout par nos milieux. Donc c'est pour ça que je suis optimiste. Je vois qu'un certain nombre d'initiatives se mettent en place, que des gens relèvent la tête et se disent, «On va continuer à perpétuer, des traditions françaises et ça veut dire aussi la tradition du livre, de la diffusion des idées par le livre et de la diffusion du beau par le livre. C'est-à-dire de la littérature qu'on essaie de faire belle, de la poésie que l'on essaie de faire noble et que l'on met à la disposition de nos contemporains, qui sont aussi nos amis politiques, pour les aider à se mettre, sur la voie de l'émancipation, voilà, mais de la bonne émancipation. Parce que pour l'instant, nous sommes gangrénés par le système actuel et il faut que nous nous en émancipions. Eh bien, c'est avec ce genre d'initiative que nous allons permettre à nos contemporains, à nos jeunes, de s'émanciper de ce mauvais de cette mauvaise époque.
Merci beaucoup pour votre réponse. Alors je vais peut-être dire quelque chose qui va scandaliser surtout les spectateurs, surtout que je le dis à l'éditeur en l'occurrence, mais ça me paraît important aussi de voir les habitudes de consommation. Et moi, personnellement, quand je suis lecteur, moi, je lis pas énormément, mais je lis quand même. Et généralement, bah, c'est vrai que je dois admettre. Alors, je travaille avec Scipion de Salm, qui est auteur. Je travaille avec Bruno Hiro, voilà, qui a sa maison d'édition ici. Je mets beaucoup les auteurs en avant, mais c'est vrai que je lis surtout en version, vous savez, numérique, Kindle pour citer l'application. Et j'ai l'impression que dans ma génération, c'est un peu comme les CD, voilà, ceux qui écoutent la musique par CD, ceux qui écoutent la musique par application. J'ai un peu l'impression que c'est que ma génération, parce que je discute beaucoup avec des gens de ma génération, bien évidemment, qu'on est beaucoup passé sur le format numérique Kindle. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai un peu de mal à me replonger dans un livre physique, tellement que j'ai l'habitude de faire du surlignage, tellement que j'ai l'habitude de zoomer, tellement que j'ai l'habitude d'avoir mon chapitrage avec la personnalisation de la couleur de l'arrière-plan. Je suis un peu chiant, hein, je sais, mais ma génération, elle est beaucoup comme ça, elle aime beaucoup tout ce qui est numérique et dématérialisé. Sans en faire la critique ou l'éloge, c'est une habitude de consommation qui, je pense, est très ancrée dans ma génération. Vous avez peut-être un regard sur la version, sur les livres numériques? Oui, oui, bah, c'est vrai, bah, de toute façon, ce que vous dites, ça relève du constat, donc c'est incontestable, évidemment. La génération, surtout la génération la plus jeune et puis celle qui vient, de toute façon, est née avec un téléphone dans la main, voilà. Néanmoins, moi, je continue de préférer le livre papier et c'est pas un réflexe, de vieux con. C'est simplement que le contact, y compris physique, charnel avec le livre, avec le papier, avec l'objet en lui-même, joue, à mon avis, un rôle important dans la capacité que nous allons avoir à nous plonger dans cette œuvre. Puisque par définition, moi, j'utilise la littérature pour me déconnecter un petit peu du monde qui nous entoure et et de ce monde moderne qui me rend un peu malade. Et donc le fait de simplement avoir un livre papier, de la même manière qu'on avait un livre papier dans ses mains il y a 50 ans, 100 ans, 200, 300 ans, ça me donne l'impression de me réconcilier avec une habitude ancestrale. Alors que si je lisais sur écran, bah, par définition, mes grands-parents lisaient pas sur écran, ils n'en avaient pas. Mais c'est vraiment un choix personnel. À la limite, si les jeunes préfèrent lire sur écran, ben, lisez sur écran, mais au moins lisez, quoi. C'est mieux que de ne pas lire du tout. Moi, j'ai fait le choix du papier parce que j'ai un fétichisme du papier, mais j'ai vraiment un rapport charnel avec l'objet du livre. J'adore le livre en tant qu'objet, ce qu'il est, ce qu'il représente, ce qu'il symbolise. J'aime, oui, l'odeur même du papier, l'odeur de l'encre. J'aime la façon de voir, les caractères imprimés sur le papier et cetera. J'aime tourner les pages. Ça fait partie de l'expérience littéraire à mon avis. C'est un avis personnel, mais bon, je peux pas obliger les gens, puis en plus de ça, c'est vrai qu'acheter du livre papier, neuf en tout cas, c'est plus cher que d'acheter du format, Kindle. Néanmoins, il y a quelque chose qui existe dans le format papier, ce sont les livres d'occasion, les livres anciens et cetera. Je vous garantis que quand un livre qui vous plaît, d'un auteur qui vous plaît et qui est un livre qui a déjà une bonne centaine d'années ou qui est un peu moins, mais qui est un livre un peu jauni par le temps, qui a déjà été feuilleté par quelqu'un d'autre, dans lequel vous êtes susceptible de retrouver des fois quelque chose. Il m'arrive, moi, de retrouver des choses que les précédents lecteurs des précédentes générations avaient utilisées comme un marque-page. Alors, je retrouve des fois des petits billets de banque, des petits tickets de métro. J'ai retrouvé l'autre jour un ticket de métro de 1941, du métro parisien. Je OK. retrouve des cartes de visite. L'autre jour, j'avais entre les mains la carte de visite d'un professeur d'un lycée parisien des années 1930. J'ai oublié le nom. Ce professeur a eu à un moment donné ce livre dans les mains il y a près de 100 ans. Il avait utilisé sa carte de visite comme marque-page. Ça a été oublié dedans, le livre a continué de passer de main en main, il a été oublié peut-être pendant 30 ans chez un libraire. Moi, je suis arrivé, je l'ai pris et je retrouve ça. Bon, bah, ça, c'est des petits plaisirs, c'est des petites découvertes, des petites surprises qu'on ne retrouvera évidemment jamais dans le format, numérique et le plaisir effectivement du papier un peu jauni, de se dire que le livre a une histoire, qu'il a été lu par d'autres et que les émotions qu'il vous procure ont peut-être été procurées par de précédents lecteurs, que la façon qu'il a de vous élever intellectuellement, spirituellement, a peut-être élevé intellectuellement, spirituellement d'autres gens et donc en lisant un livre qui a été lu par d'autres déjà par le passé, on a l'impression aussi, c'est une impression, on a le sentiment en tout cas, on a la passion même de se dire que l'on perpétue une sorte de tradition, voilà. Je ne vous voyais plus pendant une petite seconde, j'ai cru qu'on Ah! avait, déconnecté. Ah, Non, bah, mais c'est peut-être. revenu. Ah, bah, OK, bah, moi je vous voyais, je vous entendais sans problème, donc Bon, bah, tant c'est mieux, tant mieux, tant mieux. Je vous ai pas manqué pendant cette seconde. Mais j'avais dit que mes propos allaient être scandaleux, hein, et d'ailleurs je le vois de certains commentaires, oh, il y a des commentaires qui vont dire oui, que c'est scandaleux ce que je dis, et d'autres commentaires qui vont dire: «Bah, effectivement, moi je lis jamais un livre 2 fois, donc ça sert à rien de le garder après avoir lu un livre, donc par conséquent, je préfère le format numérique». Les 2 positions, les 2 écoles sont très, très solides évidemment. bien sûr. Mais c'est très générationnel, je pense aussi, c'est très générationnel.
Bien à mon sûr, ça avis. l'est, mais lisez des livres d'une manière générale, hein, si Ah quel que oui, soit votre âge. Si vous n'avez pas la place aussi, parce que c'est vrai qu'on parle du coût d'un livre papier, mais il y a aussi la place qu'il faut avoir chez soi pour stocker des livres, hein, ça prend de la place évidemment. Si vous n'avez pas de place, vous êtes étudiant, vous vivez dans un 8 m², je ne sais pas, li mais que vous êtes tenté par l'expérience de la lecture, lisez, même si c'est sur, tablette, ce sera toujours mieux que rien, quoi. On clair, on va pas lancer une guerre entre l'école de la tablette et l'école du livre papier, hein. On a vraiment non, d'autres chats à fouetter, hein. c'est clair, c'est clair. Mais justement d'ailleurs parce que vous parlez de la génération qui arrive, mais avec le développement et la démocratisation de l'intelligence artificielle, évidemment, vous vous doutez peut-être que je vais vous poser cette question, c'est peut-être une problématique à laquelle vous êtes confrontés souvent. Comment vous voyez l'arrivée de l'intelligence artificielle justement dans le monde de l'édition? Ça dépend de l'usage que l'on va avoir de cette intelligence artificielle dans le monde de l'édition. Par exemple, si l'idée pour un éditeur, c'est de faire écrire une histoire à proprement parler par une intelligence artificielle et de la publier comme si elle avait été écrite par un auteur, même en précisant que ça a été fait par une intelligence artificielle, ça, je ne peux évidemment pas le cautionner, puisque je continue d'être un homme du monde réel et je pense qu'une belle histoire qui est capable de vous émouvoir, qui est capable d'aller chercher quelque chose en vous, qui est capable de provoquer chez vous un certain nombre de réactions humaines, anthropologiques, il n'y a qu'un être humain qui peut écrire cette histoire. Mmh. Une intelligence artificielle va pouvoir écrire quelque chose, sans doute, j'imagine, de la même manière qu'une intelligence artificielle est capable de générer une image à partir de rien. Mais une image générée par l'intelligence artificielle, aussi belle soit-elle, n'aura pas, n'aura pas tout le fond culturel et anthropologique d'une toile de maître, par exemple. Pourtant, visuellement, elle peut être aussi belle, sans doute, mais j'aime à penser qu'une œuvre a été pensée, a été réfléchie, a été méditée par un être humain qui vit sur la même terre que moi, qui partage peut-être un certain nombre de mes préoccupations ou pas d'ailleurs, peu importe, mais qui en fait qui a été fait par l'un des miens. Et moi je suis fier de me revendiquer de l'humanité lorsque je vois que l'humanité est capable d'avoir produit, Michel-Ange ou Léonard de Vinci, par exemple. Mais si l'intelligence artificielle demain est capable de faire une toile de maître en quelques secondes ou d'écrire un roman à partir de rien en quelques secondes aussi, ça ne me donnera pas, de fierté particulière d'appartenir à l'espèce humaine. Je dirais: «Tiens, oui, effectivement, il y a des êtres humains qui ont créé une machine capable de faire ça. C'est sans doute, spectaculaire du point de vue technique, du point de vue technologique, mais enfin, ça ne me donne pas une raison d'être fier particulièrement». Bon, tandis que je suis fier d'appartenir à la même «espèce» entre guillemets que Michel-Ange, que Léonard de Vinci, pas que même que Victor Hugo, par exemple, voilà. Par contre, si, le recours à l'utilisation de l'intelligence artificielle se fait pour d'autres raisons, pourquoi pas? Par exemple, vous savez, vous avez des intelligences artificielles qui sont capables de relire un texte et de trouver les fautes, les coquilles et cetera. Bon, si un éditeur recourt à l'intelligence artificielle pour ce faire, je n'y vois pas d'objection. Je n'y vois pas d'objection, si l'intelligence artificielle est capable de faire ça, pourquoi pas? Moi-même, j'écris, comme vous le savez, et il m'arrive lorsque je ne suis pas serein sur un texte que je viens d'écrire ou que je ne me sens pas capable de le relire et de revoir des fautes parce que vous le savez peut-être si vous écrivez vous-même, en tout cas ceux qui écrivent eux-mêmes le savent, c'est très facile de trouver une faute dans le texte de quelqu'un d'autre. Elle vous saute aux yeux, mais dans votre propre texte et ça, c'est Mmh. quelque chose qui est commun à tous ceux qui écrivent. Vous laissez passer des fautes grossières, vous allez relire votre phrase 3 fois, 4 fois, 5 fois, il y a une grosse faute au milieu, à chaque fois vous ne la verrez pas. Donc si on peut, se faire aider par quelqu'un, tant mieux. Si on peut se faire aider par quelque chose, pourquoi pas? Une autre utilisation que le monde de l'édition peut, faire de l'intelligence artificielle, c'est évidemment sur la conception des couvertures. Le livre que je fais éditer pardon au Verbe Haut, Napoléon à Montmédy, dont on parlera peut-être, a une couverture qui a été en partie réalisée par de l'intelligence artificielle. C'est un pari, une audace aussi de l'éditeur, pourquoi pas? Ça peut faire de très belles, couvertures et vous savez, en réalité, ça fait des années que le monde de l'édition utilise l'outil informatique pour faire ses couvertures de toute manière. Donc, ça fait bien longtemps, ça peut arriver encore, hein, mais ça fait longtemps quand même que 99 des éditeurs, pour faire une couverture de livre, utilisent, Photoshop ou voilà, Photoshop Oui. ou, des outils de graphisme et cetera. Bon là, c'est l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle technologie qui vient se greffer à celle que les éditeurs utilisent déjà depuis des années.
voyons ce que ça donne. Si, l'expérience n'est pas concluante, si, les retours ne sont pas positifs, si l'intelligence artificielle permet de faire de belles couvertures, mais que ça n'emporte pas l'adhésion du lecteur qui préférerait voir quelque chose d'un petit peu plus classique et traditionnel, j'imagine que les éditeurs, surtout les éditeurs de nos milieux, en tiendront compte, mais en tout cas, ils auront essayé quelque chose, donc pourquoi pas? Donc l'intelligence artificielle dans l'édition, pourquoi pas s'il s'agit de se faire assister sur des aspects purement techniques, mais s'il s'agit de faire écrire une histoire, de faire créer des personnages, de faire se développer des intrigues par un ordinateur, par une intelligence artificielle, alors là, évidemment, non, puisqu'il faut absolument que la création de cette nature, la création littéraire, la création poétique soit l'exclusivité, de l'être humain. Il faut absolument que l'être humain, dans un monde qui est de plus en plus technologique, cherche des moyens de se singulariser pour n'être pas une simple extension du monde technologique et continue à créer, à faire de la culture, à faire de l'art, à l'échelle humaine et uniquement humaine. C'est une façon que nous aurons pendant les années qui viennent, de nous singulariser en tant qu'espèce humaine dans un monde de plus en plus technologique. C'est vrai que c'est un détail technique un peu, on s'éloigne un peu du sujet, c'est vrai, de l'entretien, mais ça m'intéresse beaucoup. Par exemple, est-ce que l'auteur a son mot à dire sur, je sais pas moi, par exemple, la couverture? Concrètement, l'éditeur a beaucoup de pouvoir, parce que je pense qu'il peut influencer aussi le titre, mais l'auteur, il peut dire quelque chose sur la couverture, si la couverture lui plaît pas, par exemple, ou si au contraire, il veut la faire lui-même. Honnêtement, ça va vraiment dépendre de la politique de la maison. Vous avez des maisons d'édition qui vous expliquent clairement qui expliquent clairement à l'auteur que vous n'aurez pas la main sur la couverture et que vous n'aurez pas la main non plus sur le texte de la quatrième de couverture. Et il y a des éditeurs qui sont, beaucoup plus proches de leurs auteurs et qui demandent à leurs auteurs, des suggestions, ce qu'ils aimeraient voir sur leur couverture et cetera, leur donner des pistes, des orientations et ensuite, avec leurs graphistes et cetera, avec leurs créateurs, ils font une couverture en rapport avec, les souhaits exprimés par l'auteur. Donc ça va vraiment dépendre de la maison. Moi, je pense qu'un bon éditeur, c'est quelqu'un qui va quand même demander son avis, hem, à l'auteur, surtout s'il s'agit de romans, de littérature. Après, s'il s'agit d'un essai, de quelque chose de purement conceptuel, honnêtement, c'est un outil purement intellectuel. La couverture compte évidemment, mais elle compte moins que pour une œuvre de création littéraire ou pour une œuvre poétique, où la couverture, doit être une invitation au récit. Et le récit par définition, littéraire. Donc je trouve bien vraiment moi je préfère un éditeur et c'est le cas de mon éditeur, c'est le cas de Sylvain Durin qui est très proche de ses auteurs, qui est très à l'écoute de ce que les auteurs sont capables d'exprimer comme préférence, comme sensibilité et cetera. Après, le choix définitif évidemment appartient à l'éditeur puisque c'est l'éditeur qui est maître, des couvertures de ses de des romans qu'il édite. Ok, bah c'était intéressant. Merci beaucoup pour cette petite parenthèse. Revenons justement à l'entretien. Alors moi j'avais sélectionné deux livres dont j'aimerais vous parler, deux livres que vous avez écrits. Parce qu'il fallait bien faire une sélection, je pouvais pas parler de tous, et puis ces deux livres, j'avais une question quand même intéressante pour chacun d'entre eux. Alors le premier, c'était un livre d'il y a 2 ans, relativement récent donc, qui s'appelle L'arrière-petit-fils et autres nouvelles. C'est une série de nouvelles avec un portrait, avec un archétype à chaque chapitre, il y a une forme de destin qui se dessine dans le livre. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous avez voulu transmettre au lecteur pour donner envie à nos auditeurs, excusez-moi, de le découvrir? Oui, effectivement, l'arrière-petit-fils et autres nouvelles. D'ailleurs, l'arrière-petit-fils, c'est le nom de l'une des nouvelles en question. Je l'ai écrit par passion pure pour la littérature et parce qu'en fait, il faut savoir, enfin, pour ceux qui ont essayé de le faire, écrire une histoire, c'est vraiment quelque chose de fascinant. C'est vraiment une expérience à part entière et comme je le dis depuis le début de cette émission, j'utilise la littérature, pour, ce qu'est la littérature en elle-même, pour tout ce qu'elle apporte en tant que littérature, mais aussi comme objet, métapolitique. Mais honnêtement, 100 des auteurs, 100 des écrivains, même ceux que l'on croit au-dessus de tout soupçon, utilisent leur art, utilisent leur plume, avec une fin, plus ou moins politique, ou plus ou moins métapolitique, ou plus ou moins, conceptuelle et cetera. Donc là-dessus, je ne déroge à aucune règle, je n'invente rien non plus. Ce que j'ai voulu faire effectivement, c'est un certain nombre de portraits, explorer alors la lum je vais pas dire que je voulais explorer l'âme humaine, ça me paraît prétentieux, je suis pas sûr d'avoir, envie de le faire, ni probablement pas, capacité de le faire, mais j'ai voulu faire écrire des petites histoires qui ne peuvent pas laisser indifférents, les lecteurs français. C'est-à-dire les lecteurs français, je ne veux pas dire les lecteurs qui vivent en France ou qui sont de nationalité française. Quand moi je parle d'un lecteur français, je parle de quelqu'un qui est anthropologiquement parlant un Français. Bien sûr. J'ai situé mes histoires à différentes, étapes, à différents moments, et plus ou moins contemporaines, à la France de la Belle Époque et cetera et j'ai essayé de faire quelque chose de beau, quelque chose qui peut se lire de manière, uniquement,
dans le cadre uniquement d'une démarche de divertissement, mais de divertissement dans le bon sens, dans le sens du divertissement pascalien, dans le sens où il faut parfois, couper un petit peu, avec le monde qui nous entoure, avec la réflexion politique, avec le militantisme, avec, l'actualité, avec toutes ces choses-là qui des fois sont un peu anxiogènes, couper avec tout ça et se divertir, mais au sens pascalien du terme, c'est-à-dire, heu, faire d'autres choses, se reposer un petit peu l'esprit, se reposer un petit peu, l'âme. Là, c'est moi que je ne vois plus à l'écran, mais je me revois à l'écran maintenant. C'est bon, j'ai cru qu'on avait encore coupé. Vous Ah, m'entendez mais dis toujours? donc, oui, moi je vous entends, je vous vois, tout va Bon, bien bah, pour c'est moi. impeccable, Tout va bien de mon côté. c'est impeccable. Ce que je suis, obligé de dire, ça paraît être un petit peu prétentieux, mais la totalité des retours que j'ai eus sur l'arrière-petit-fils, qui est donc paru il y a 2 ans, ont été positifs et les gens qui ont lu ce livre, m'ont souvent dit qu'ils avaient eu le sentiment de lire une littérature comme on la faisait, avant et comme on ne la fait plus. C'est-à-dire une littérature qui ne se moque pas du lecteur. C'est-à-dire une littérature qui n'est pas une littérature expéditive, qui envoie des phrases, qui enchaîne des phrases, sans saveur, sans profondeur et cetera. Il est vrai que quand j'écris, j'essaie de mettre dans chacune des phrases de ce que j'écris, un peu de ce que je crois être la poésie de la langue française, qui est vraiment une langue magnifique à l'oral, mais qui est capable de l'être encore beaucoup plus à l'écrit. Donc, on m'a dit qu'il me disait: «En tant que lecteur, je me suis senti respecté par votre travail d'écrivain, puisque j'ai bien senti que vous mettiez un effort constant dans la rédaction de vos histoires, y compris sur la forme. Sur le fond, évidemment, il y a toujours une histoire, il y a une morale, il y a une fin, il y a un déroulement, il y a des personnages que j'ai essayé de faire les plus réalistes et intéressants possibles, mais il y a aussi sur la forme, la volonté de ne pas considérer que écrire c'est simplement un moyen de dire quelque chose. Mais que écrire, c'est dire quelque chose évidemment, mais essayer de le dire beau. De la même manière que faire une sculpture, c'est pas simplement empiler des pierres, ça c'est de la maçonnerie. La sculpture, c'est autre chose, c'est donner une forme à ces pierres. Moi, je ne veux pas être un maçon de la littérature, c'est-à-dire quelqu'un qui empile simplement des mots. Je veux essayer que les mots soient toujours les plus joliment ajustés, les phrases les plus joliment construites. Alors, ce n'est pas à moi de dire si je réussis cette mission, mais beaucoup de lecteurs m'ont dit que c'était réussi. Je les en remercie. Bon, je suis obligé de dire ce qu'ils m'ont dit. Et voilà la démarche qui est la mienne, qui a l'air d'avoir réussi sur l'arrière-petit-fils et qui, j'espère, a réussi, dans le roman que je publie, en ce moment. Donc voilà, pour répondre à votre question, faire une belle littérature, travailler à faire une belle littérature qui respecte le lecteur, qui part du principe que le lecteur est capable de s'intéresser aux belles choses et de ne pas chercher à le prendre en otage en lui imposant une espèce de pseudo-beauté, surjouée et cetera. Il faut écrire de belles choses, mais de choses qui soient des choses qui soient lisibles. Le but, ce n'est pas, pour l'exercice de style, de faire volontairement des phrases interminables qui vont faire, 3 pages à chaque fois. Simplement pour dire: «J'ai réalisé l'exploit technique de faire une phrase, qui a duré, sur 3 phrases». C'est sans doute très beau, c'est sans doute une réussite technique pour celui qui arrive à le faire, mais il ne faut pas que ça devienne illisible et indigeste. Donc il faut être à mi-chemin entre une littérature qui soit la plus noble et la plus belle possible et qui respecte le lecteur en le croyant capable et en le sachant capable de comprendre ce que l'on veut dire, sans pour autant l'assommer d'une littérature qui serait prétentieuse ou pédante. Voilà la démarche littéraire, qui est la mienne. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour votre réponse et oui, ce que vous avez dit par rapport aux maçons, ça me fait penser par exemple, c'est pas parce qu'on filme avec son portable qu'on fait du cinéma, mais j'avais Oui, pensé un peu à voilà, ça. pareil, c'est vrai. C'est exactement ça aussi, hein. C'est vrai, c'est C'est ce vrai. que il y en a qui pensent, hein. Non, mais c'est pour ça, c'est important de savoir ce qu'est un art et qu'est-ce qui distingue une œuvre artistique, d'une œuvre qui s'inspire, tout ça, qui est juste dans la lignée, mais qui n'est pas une œuvre d'art. On continue De aussi. la même Oui? manière on pourrait dire qu'il ne suffit pas de lire pour être un lecteur. Vous savez, lecteur, c'est quasiment un métier à part entière. Pour que des chefs-d'œuvre existent, il faut qu'il y ait des gens capables de savoir ce qu'est un chef-d'œuvre. Alors attention, je suis pas en train de dire que j'ai écrit des chefs-d'œuvre ou que j'essaie d'écrire des chefs-d'œuvre. Mais s'il n'y avait pas des gens dont la sensibilité, permettait de savoir ce qu'est un chef-d'œuvre, personne ne saurait jamais ce qu'est un chef-d'œuvre et donc en fait, toute la production littéraire, artistique, picturale et cetera, serait une sorte de long de longues suites d'œuvres interchangeables et cetera. Or, dans la production, dans la création, il y a des c'est inégal, c'est très inégal. Il y a des écrivains de génie, il y a des écrivains mauvais. Il y a de bons sculpteurs, il y a de mauvais sculpteurs, il y a de bons peintres, il y a de mauvais peintres et cetera. Mais pour qu'ils
il existe encore des bons auteurs et des bons écrivains par la suite, il faut aussi qu'il y ait des lecteurs et un lecteur, c'est pas simplement quelqu'un qui ouvre un livre et qui lit des phrases. Sinon vous êtes lecteur, voilà, vous recevez un SMS, vous le lisez, vous êtes un lecteur, vous êtes le lecteur de votre SMS. Mais lire un SMS ou lire un email de votre entreprise et lire, un livre, de Peggy ou de Victor Hugo ou de Flaubert, c'est pas la même chose. Il faut apprendre à être un lecteur aussi et donc je dis, pour apprendre, de la même manière que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en lisant que l'on devient lecteur et vous allez voir que lorsque vous êtes capable, à force de lire, de percevoir des choses dans le texte que vous êtes en train de lire, des choses qui n'apparaîtront jamais à celui qui lit, sans savoir ce qu'il lit, vous allez entrer dans des couches et des sous-couches de compréhension de l'œuvre et cetera et ce sont des moments, extrêmement, gratifiants. De la même manière que regarder un film ne fait pas de vous un cinéphile ou un expert en cinéma. Il y a beaucoup de gens qui regardent un film qui est un pur chef-d'œuvre, ils vont en sortir et ils vont dire: «Ouais, c'était pas mal, ça m'a distrait, ça m'a» alors que quelqu'un qui est un petit peu plus familier de la création cinématographique est capable de vous dire que dans ce film en particulier, il y avait des niveaux différents niveaux de lecture, de compréhension et cetera. Donc voilà, il suffit pas de lire pour être un lecteur, mais j'encourage les gens à lire parce que c'est en lisant qu'on devient lecteur, voilà. Je tiens exactement la même position que vous, d'ailleurs dans une émission qui devrait apparaître bientôt sur la chaîne de Tom Bombadil, où j'explique globalement que, bah, on n'apprécie pas un jeu Zelda si on n'est pas déjà familiarisé avec des jeux qui ont une dimension artistique, déjà. Oui, d'accord. Forcément. Si on joue qu'à FIFA et qu'on se met à Zelda, on va pas savoir apprécier l'œuvre, voilà. Oui. La Voilà, la le savoir parallèle peut paraître savoir maladroit, apprécier mais l'œuvre, voilà. c'est ça, c'est ça. C'est bien, Le parallèle peut c'est vrai. paraître maladroit, mais moi je considère le jeu vidéo comme un art en l'occurrence, et je pense effectivement qu'il y a aussi cette phase d'apprentissage même chez le joueur. Heu, Oui, voilà. bah, c'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Ah bah, merci beaucoup monsieur Sturel. Autre livre qui est tout à fait récent, qui est totalement dans l'actualité, j'ai envie de dire, c'est Napoléon à Montmédy. Donc Montmédy, que voilà pour les auditeurs, c'est une commune de 2000 habitants autour de Verdun, si je ne me trompe pas. Pourquoi avoir choisi, pardon, excusez-moi, d'écrire sur cet épisode de l'histoire de la vie de Napoléon, bien évidemment, Waterloo, etc. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Ah, effectivement, le livre est récent, il est tellement récent qu'il a été la sortie a été annoncée il y a à peine 3 jours et au moment où nous enregistrons le moment où nous enregistrons cet entretien et au moment où il sera même diffusé, s'il est diffusé le 7, nous serons encore dans, la période de prévente, c'est-à-dire la période pendant laquelle, le lecteur va pouvoir acheter le livre à un prix préférentiel auprès de l'éditeur, le Verbe Haut et se le faire envoyer, dédicacé par, votre serviteur. C'est le modèle que nous avions appliqué pour l'arrière-petit-fils, c'est un modèle qui est assez récurrent maintenant de nos jours, la prévente. Donc si vous voyez cette vidéo, le 7 et jusqu'au 15, vous avez la possibilité d'acheter le livre en précommande. Vous aurez la possibilité de l'acheter aussi par la suite, mais il ne sera plus à prix préférentiel et il ne sera plus dédicacé par l'auteur. Voilà. On tourne au meilleur Sinon donc moment. On tourne au meilleur moment, on est top dans l'actu. Donc foncez, oui, bah, oui, foncez le oui, oui, c'est précommander. vrai. On est en plein dedans, quoi. Donc là, ce n'est plus des nouvelles, ce ne sont plus des nouvelles, pardon, c'est un roman à proprement parler, donc une seule et même histoire qui s'appelle Napoléon à Montmédy, mais on découvrira très vite, dès les premières pages, que nous ne parlons pas de Montmédy dont vous venez de parler, qui est la Ah! Montmédy de la Meuse. Il y a une petite subtilité, mais c'est simplement parce que le nom Montmédy me sonne parfaitement bien à l'oreille. J'adore ce nom de Montmédy. C'est la commune de Montmédy, je trouve que le mot est très beau. Il a presque une dimension littéraire et poétique en lui-même. Mais je ne pouvais pas situer cette histoire à Montmédy puisque ça n'aurait pas été crédible, puisque Montmédy existe et Mmh. qu'il aurait fallu que je m'adapte à à la réalité de à cette existence. Donc c'est une autre ville de Montmédy. C'est un homonyme en réalité. Bon, ça, c'est un détail. Pardon. Sinon, ce que je peux dire de ce roman, c'est qu'il n'est pas un énième livre sur Napoléon. Il est en fait l'histoire d'un personnage qui, pour des raisons qui vont être très vite expliquées dans le livre, va se mettre à s'intéresser à Napoléon pour la dimension grandiose du personnage historique, pour sa dimension incontournable, pour l'ombre immense que ce personnage a laissée sur l'histoire de France et sur l'histoire du monde. Ce jeune personnage qui s'appelle Léon Ambricourt, qui vient de cette petite ville de Montmédy, qui n'est pas la Montmédy de la Meuse, va, après avoir quitté son petit village et après être monté à Paris pour faire ses études, son lycée, va nourrir une sorte de frustration, d'être, un demi-paysan, au milieu des gens de la haute société parisienne et cetera. Il va partager sa chambre avec des gens qui sont issus de lignées familiales prestigieuses, parisiennes et cetera et lui va se dire: «Moi, je suis quoi? Je suis Léon, je viens de la France rurale, je suis fils d'un cordonnier, je suis tellement peu de choses et le village dont je viens est tellement peu de choses, mon petit pays de Montmédy est tellement peu de choses». Ça va tellement le travailler qu'il va avoir l'idée saugrenue, un petit peu folle,
d'inventer une fausse page d'histoire à son petit village de Montmédy et il va créer un mythe en inventant de fausses preuves et cetera pour faire croire que Napoléon, heu, en fait, est venu à Montmédy, qu'il a séjourné à Montmédy, pendant plusieurs jours. À la surprise générale, les historiens ne le savaient pas. Il prétend avoir découvert de nouvelles archives et cetera qui indiquent et donc beaucoup d'effusion, voilà, on va naître autour de son petit village et il va réussir à faire de son petit village, inconnu de tout le monde, une destination touristique à partir d'un pur mensonge et cetera. Donc c'est une histoire un peu rocambolesque, amusante en réalité, mais aussi très sérieuse, qui soulève un certain nombre de réflexion sur la dimension psychologique de l'être humain, sur, le rapport que nous avons à la gloire, le rapport que nous avons en France à nos personnages historiques, le rapport que nous avons en fait à la France, à la perpétuation et cetera. Donc il y a une réflexion. C'est un livre que vous pouvez lire comme vous pouvez regarder un film, c'est-à-dire uniquement pour son divertissement pascalien, mais c'est un livre aussi, si vous savez le lire et ça va être assez simple en réalité, dont vous allez pouvoir percevoir un petit peu tout le soubassement, psychologique et cetera. J'ai pris un plaisir immense, mais immense à l'écrire. Je crois que je n'ai jamais eu autant de plaisir à écrire que lorsque j'ai écrit ce roman, que j'ai tâché de faire, comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, avec un immense respect pour le futur lecteur et en essayant de mettre de belles choses, en essayant de faire une belle littérature, avec une morale. Il y a une morale à la fin, comme dans chacune des nouvelles de l'arrière-petit-fils. J'ai dit qu'il y a une morale à la fin, j'ai pas dit qu'il y avait une leçon de morale, hein. Je ne prétends pas être un moraliste, je ne prétends pas faire la morale aux autres, hein. Faire la morale et mettre une morale dans un livre, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, il y a une morale et je pense que des gens qui sont anthropologiquement des Français, comme la plupart de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, comprendront ce que j'ai voulu dire dans ce livre et j'espère, l'apprécieront. Voilà. Je ne voilà, voilà ce que je peux dire de ce livre. C'est un roman historique dont l'intrigue se situe, dans les années 20 en France, qui va convoquer prétendument un événement qui a eu lieu en 1813. Voilà, Napoléon de retour de bataille qui s'arrête à Montmédy, la création de fausses preuves, la complicité avec un camarade du village, la façon qu'il va avoir de piéger tout le monde, et la façon dont tout ça va s'écrouler, pourquoi ça va s'écrouler, comment ça va s'écrouler et quelle force il va puiser de cet écroulement. Heu Honnêtement, j'ai fait ça avec grand plaisir et je crois que ça se ressent à la lecture. Là, ça m'a beaucoup plu comment vous avez présenté l'intrigue, d'ailleurs, parce que ça me fait penser à quelque chose qui vient de la vraie histoire véritable, de l'histoire de l'histoire de France. Parce entre 1815 et 1823, il y avait eu des dizaines et des dizaines de faux Napoléons, de personnes qui se prétendaient comme Napoléon. Il y en a quatre qui ont bien marqué, on va dire, l'histoire, dont le plus connu, c'est Jean Charnay, notamment, qui a réussi à se faire passer pour Napoléon pendant plus d'un mois. Et c'est vrai que c'est un peu drôle, parce que je me suis dit, c'est un peu la continuité de ça, dans le sens où si ça se trouve, il y a des gens aujourd'hui qui se disent ah vous vous rendez compte Napoléon il a bu des pintes dans notre brasserie il y a 200 ans alors que c'était un faux Napoléon. Enfin j'ai pensé à ça. Je m'éloigne un peu du livre je le sais bien mais c'est assez fou de se dire que Non, des mais personnes se faisaient passer pour Napoléon. c'est amusant, mais ça, c'est des choses qui pourraient plus avoir lieu aujourd'hui. Voilà, mettons si Hmm. demain quelqu'un vient et dit: «En fait, je suis Jacques Chirac», on a Ouais. trop d'images, on a trop de photos de Jacques Chirac pour savoir que ce n'est pas vrai. Mais c'était possible ce genre de canular à l'époque, de Napoléon puisqu'en fait, qui connaissait réellement le visage de Napoléon à part ceux qui pouvaient l'approcher physiquement? Mais, le même le soldat de base, à moins d'avoir rencontré Napoléon sur le champ de bataille, ce qu'il a pu faire la plupart du temps puisque Napoléon était souvent présent sur les champs de bataille, les gens de la cour et cetera. Mais voilà, d'avoir éventuellement, aperçu sa silhouette ou son profil sur une pièce de monnaie ou et cetera. Mais sinon l'immense majorité des gens, des Français de l'époque n'avaient aucune idée de ce qu'était le visage de Napoléon. Ils n'en Ouais. avaient que des croquis, potentiellement des caricatures, donc on pouvait à la limite plus facilement se faire passer pour Napoléon à une époque où les images de Napoléon ne circulaient pas comme aujourd'hui. Ce genre de canular était possible à l'époque. Le canular de mon personnage Léon Ambricourt qui a lieu donc dans les années 20 est possible aussi, de ce point de vue-là. C'est quelque chose qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Si demain, moi, Sturel, je dis, là, j'habite ici, et en fait, je viens de découvrir, que, Victor Hugo est venu ici, ça va être très, très facile en quelques minutes de prouver que ce n'est pas vrai, puisqu'aujourd'hui, nous avons trop de sources, trop d'archives, trop de preuves, trop de démonstrations. Mais dans les années 20, qui est la période à laquelle se situe mon roman, on n'en savait pas autant sur Napoléon qu'aujourd'hui, puisqu'on en découvre tous les jours.
Mmh. Qui plus est, on sortait d'une période où Napoléon avait été un peu, on s'était un peu désintéressé de Napoléon, il venait d'avoir la Grande Guerre et cetera, c'était plus le souci majeur. Donc c'était possible. Le canular de Léon Bricourt, mon personnage, est Mmh. possible à l'époque dans les années 20. C'est ce qui le rend crédible. Parce qu'en plus de ça, au-delà du fait que l'histoire qu'il va mettre en place est totalement farfelue en réalité, elle est néanmoins crédible. Elle est crédible. Elle est crédible exactement comme des gens ont pu se faire passer pour Napoléon avec plus ou moins de succès à la mort de Napoléon. Mais ce sont des choses et ça, ce sont des petits ravissements de la vie en réalité. La vie serait monotone s'il n'y avait pas des gens qui des fois tentaient des choses qui sortent un petit peu du cadre, qui sont un petit peu audacieuses, qui sont un petit peu, oui, farfelues des fois. Un peu de farfelu dans ce monde de brut, ça peut faire du bien, ça peut divertir au sens pascalien du terme. Oui, bah, après c'est bien quand c'est une fiction, mais après se faire passer pour Napoléon pour avoir des maisons gratuites ou des là par contre c'est de l'escroquerie. On est d'accord. Oui, c'est de l'escroquerie, mais honnêtement, ça reste audacieux. Puis il y a des formes d'escroquerie ou de canular, pour lesquelles on a p spontanément plus de sympathie que d'autres. Évidemment, une Mmh. escroquerie qui va consister à ruiner, une famille, on n'aura jamais de sympathie pour ça. Mais se faire passer pour Napoléon, avoir l'audace de se faire passer pour Napoléon, c'est tellement farfelu, en fait, qu'on est presque obligé d'en rire, en fait. Même si Fallait ça y penser. fonctionne un temps, il fallait y penser, c'était drôle. Fallait y penser. Pour terminer, alors sachez que le président Thomas Joly, du Parti de la France, sort prochainement son tout premier livre, après plus de 30 ans quand même de militantisme. Quand même, c'est beaucoup. Et beaucoup qui nous regardent, beaucoup d'auditeurs qui sont actuellement en train de nous écouter, aimeraient aussi se lancer parfois dans l'écriture. Ils aiment lire, évidemment, mais parfois ils veulent aussi écrire parce qu'ils sont soit militants, soit ils ont des cadres, soit ils ont des choses à raconter, soit ils sont même purement dans la fiction et ils sont tout simplement imaginatifs. Mais qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à quelqu'un qui souhaite se lancer justement dans cette lecture et quels freins sont les plus récurrents que vous pouvez rencontrer et que vous pouvez aussi désamorcer par votre expérience? Bah, à ceux qui veulent écrire, je dirais d'essayer d'écrire, mais avant de commencer à écrire, il faut avoir beaucoup lu, je pense, de la même manière qu'avant de s'exercer un métier, il faut y avoir été formé. Puisque c'est une chose de d'écrire, mais écrire quelque chose qui soit susceptible d'intéresser les autres sur le fond ou sur la forme, c'est encore un peu autre chose. Il y a effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, beaucoup d'initiatives de nos jours et c'est bien que des gens, aient une sensibilité artistique, qu'ils osent plus ou moins exprimer, qu'ils osent plus ou moins assumer et qu'ils se mettent à écrire des choses. Évidemment, 9 fois sur 10, le résultat ne sera pas concluant parce que tout le monde n'est pas fait pour écrire, de la même manière que tout le monde n'est pas fait pour faire du sport à haut niveau, de la même manière que tout le monde n'est pas fait pour comprendre l'informatique, de la même manière que tout le monde n'est pas fait pour, supporter les efforts nécessaires pour une randonnée de 20 kilomètres. Pourtant, beaucoup de gens aimeraient faire de la randonnée, beaucoup de gens aimeraient connaître l'informatique, mais c'est voilà, la nature est ainsi faite que tout le monde n'est pas capable de le faire. Mais en tout cas, tout le monde est capable d'essayer de le faire. Donc ceux qui ont envie d'écrire, je leur conseille d'essayer en tout cas, de commencer par des formats un peu courts, mais en tout cas de lire beaucoup, heu de suivre un conseil qui m'avait été donné par l'excellent Romain Guérin, que nous connaissons bien tous, auteur du Grand Soulèvement, roman absolument exceptionnel dont j'ai beaucoup parlé et que j'invite les lecteurs à connaître. Il m'avait dit, «Lorsque tu écriras ton roman», donc c'était avant que je le fasse, «Inspire-toi de tout le monde mais n'imite personne». Et ça, c'est un conseil, d'une très grande valeur, en fait. Inspire-toi de tout le monde, puisque de toute façon, lorsque l'on écrit ou lorsque l'on fait de la création, nous sommes sous les feux d'influences que nous subissons, que nous le voulions ou non. Mais Mmh. il ne s'agit pas que ces influences deviennent, une source de plagiat. Donc on s'inspire, on s'imbibe, on se laisse envelopper par l'aura de tout ce que les autres ont fait autour de nous et qui constitue notre perspective, notre champ et notre environnement culturel et anthropologique et civilisationnel. On s'en inspire évidemment puisque nous ne sommes pas des nihilistes, nous assumons cet héritage, nous assumons d'être inspirés par ces gens-là, mais nous ne cherchons pas à les imiter. Donc voilà un conseil que je peux donner, qui est en fait le conseil de Romain Guérin que je lui vole que je lui vole sans scrupule, mais néanmoins je le cite. Voilà, s'inspirer, de tout ce qui se fait, mais de n'imiter personne. Ensuite, il est probable que les premières tentatives ne soient pas concluante, ce qui est normal. Donc il faut essayer, il ne faut pas se décourager et cetera et si vous pensez avoir fait quelque chose d'à peu près correct, ne pas hésiter à se rapprocher d'un éditeur. Les chances sont maigres d'attirer son attention parce qu'il y a énormément de gens qui écrivent à des éditeurs et Mmh. si vraiment vous n'arriviez pas à franchir
la porte d'un éditeur. Il y a aujourd'hui, avec internet, avec les moyens d'aujourd'hui, un certain nombre de solutions qui existent, comme l'auto-édition. Vous pouvez faire, auto-éditer vos livres. C'est quelque chose qui peut se faire également si vraiment vous voulez diffuser ce que vous avez écrit. Voilà, je pense que le conseil que je donnerais, c'est celui de Romain Guérin que je viens de reprendre à mon compte, et l'autre conseil, c'est d'écrire, c'est de vous mettre à la tâche, de vous mettre sur votre établi, sur votre plan de travail, mais simplement pour écrire et pour vous y faire, mais et non pas en vous disant: «Je suis en train d'écrire le roman du siècle». Parce que si vous faites ça, vous allez vous mettre une pression telle que vous n'y arriverez pas. Écrivez comme ça vous vient, faites relire à vos camarades, faites relire à vos amis, soyez réceptifs des conseils qu'ils vont vous donner. Ne pensez pas que vous avez la science littéraire infuse et que ce que vous avez écrit est gravé dans le marbre parce que c'est parfaitement génial. Acceptez la critique, ça c'est aussi un autre conseil que je peux donner. C'est difficile lorsque l'on a écrit une petite histoire ou qu'on a fait quelques belles phrases et que quelqu'un vient vous dire: «Mais cette phrase-là, du point de vue de la syntaxe, machin, ou alors cette histoire, c'est bizarre comme elle se termine». C'est difficile à entendre. On a le 1er réflexe que l'on a, c'est de dire: «Mais qu'est-ce que tu connais toi? Et si je l'ai fait comme ça, c'est que j'ai raison», et cetera. Donc c'est pas la bonne attitude à avoir. Il faut être capable d'entendre la critique, et lorsque vous aurez fait tout ça, déjà, vous aurez accompli quelque chose, et si en plus de ça, vous attirez l'attention d'un éditeur et que nous avons, la possibilité, nous lecteurs, de lire ce que vous avez écrit, bah, ce sera, la consécration, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais quand bien même vous n'arrivez pas à cette étape, le simple fait d'avoir écrit, même si ça n'est que pour vous, vous aurez accompli quelque chose qui vous aura permis de vous élever, de vous transcender. Vous vous serez imposé un défi, vous l'aurez accompli, et la vie est une succession de défis, donc n'hésitez pas à vous en donner, voilà un petit peu les conseils que je pourrais donner. C'est très Merci beaucoup, banal, hein. bah, C'est non, très c'est très banal, et bien. honnêtement, je pense que tout le monde répondrait à peu près de des choses similaires, donc c'est que c'est une valeur sûre. Ah bah voilà, voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Bah d'ailleurs oui, d'ailleurs l'auto-édition, je sais que Thomas Joly va le faire auto-éditer parce que Amazon propose un service d'auto-édition qui je trouve est assez Bien sûr. qualitatif. J'ai beaucoup d'amis qui sont passés par Amazon pour éditer leurs propres livres et j'ai l'impression que c'est assez avantageux. Et c'est bien que ce soit aussi facile d'auto-éditer des livres maintenant. Enfin, genre, on est dans une époque où on peut tout faire, quoi. C'est comme le cinéma, on parlait de Oui, cinéma tout à l'heure. Avant, fallait quand même tourner en argentique, fallait en chambre noire, fallait du matériel qui coûtait super oui, cher. bien sûr, c'est vrai Aujourd'hui, ça. n'importe qui peut faire un petit film. Oui, c'est vrai. Alors c'est bien et en même temps c'est pas bien. Enfin, c'est bien dans le sens où ça laisse beaucoup plus de possibilités. Les milieux du cinéma et cetera, on sait que ce sont des milieux très corporatistes où des gens avec un immense talent d'acteurs, de scénaristes, de réalisateurs auraient pu se faire une place, mais n'y sont pas parvenus parce que c'est un milieu trop fermé, trop corporatiste. Donc c'est bien, qu'aujourd'hui on puisse faire avec des moyens des fois même rudimentaires, son propre film de son côté avec ses amis et cetera. Ça permet d'outrepasser les limites qui nous sont imposées des fois par les professions, et les corporations et cetera. C'est vrai pour le cinéma, c'est vrai donc, pour tout le reste, donc pour les livres, la littérature, l'écriture, l'auto-édition et cetera. Après, ce que ça risque d'avoir comme impact négatif, parce que voilà, il y a aussi un impact négatif à ça, c'est que la quantité roule, et Mmh. que la qualité, soit un peu plus difficile à trouver dans cette immensité quantitative. Donc ça nécessite pour le lecteur de chercher plus scrupuleusement la qualité dans cet océan de quantité. C'est l'inconvénient, mais peut-être que c'est l'inconvénient, c'est le prix à payer pour permettre à des gens de s'exprimer plus facilement, voilà. Donc payons ce prix, payons-le de bonne foi, en nous disant que ça va nous rendre le travail plus difficile pour aller chercher la qualité, puisqu'elle sera noyée dans la quantité. Mais peut-être que cette quantité n'est pas un mal en soi si ça permet à certaines personnes, de se fabriquer, voilà. Ce que vous dites d'ailleurs, c'est arrivé dans le milieu du jeu vidéo. Alors vous allez dire que je suis fastidieux avec ça, mais je pourrais même écrire un livre là-dessus, sur le monde du jeu vidéo. Ah, Parce il me semble que c'est en 83 pour être exact, tout le monde pouvait tout le monde pouvait sortir et vendre son propre jeu vidéo sur Atari 2600 notamment. Et mmh. puisque tout le monde pouvait vendre et sortir son propre jeu, tout le monde abusait. Et puisque tout le monde abusait, il y a eu une perte de confiance des consommateurs Et qui oui, n'étaient pas bien habitués à ce sûr. nouveau média, et du coup il y a eu le crash du jeu vidéo, c'est-à-dire que sans Nintendo, le jeu vidéo serait mort et n'existerait plus depuis 1983. Pourquoi Nintendo? Parce que Nintendo a imposé une charte très rigoureuse pour que n'importe qui ne puisse pas sortir son jeu avec le fameux Seal of Qualities de Nintendo. Donc ça s'est produit dans le milieu du jeu vidéo. Ah beh, c'est encore une fois une incise extrêmement pertinente que vous nous donnez là, et c'est une vraie leçon, en fait, parce que c'est vrai, ça veut dire qu'en fait la quantité est susceptible, vous venez d'en témoigner, et de faire s'écrouler, toute une institution et toute une industrie. La quantité est susceptible de faire ça. Donc il faut en tenir compte aussi. Donc ça permet aussi peut-être de tempérer ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'il faudrait, faire attention à trop de quantité, va tellement tuer la qualité que ça finira par
par faire s'effondrer tout l'édifice, quoi. C'est Mais ça. très intéressant une fois de plus. Et oui, comme quoi on peut faire des parallèles, dans tous les médias, j'ai envie de Bien dire, tous les arts, on peut ah faire des oui, parallèles intéressants. absolument. Oui, oui, Mais bien sûr, ouais. en tout cas, On merci peut. beaucoup, monsieur Sturel, ça fait une petite heure que nous discutons. J'étais vraiment ravi de discuter avec vous. Merci pour, toutes les réponses que vous avez apportées à toutes mes questions et évidemment, il y aura tous les liens dans la description, vous m'enverrez les liens que vous voulez, parce que peut-être que vous voulez peut-être votre Telegram et cetera, on en Oui, parlera, bien sûr, oui, en oui, oui, amont. oui, d'accord. Oui. Avec grand plaisir. Et chers spectateurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'entretien. Suggérez-moi d'autres invités également. Dites-moi ce que vous pensez de Monsieur Sturel et de son travail. Si vous ne connaissez pas, foncez découvrir tout simplement. Et quant à moi, vous pouvez me suivre sur la chaîne du Parti de la France, 3 vidéos par semaine, hein, vous savez, hein, les entretiens, les forums du Parti de la France et les Faf and Curious. Justement, parlant de Faf and Curious, peut-être qu'on va en faire un avec Monsieur Sturel, s'il est d'accord, évidemment. Allez, Allez, en tout cas, abonnez-vous et laissez un pouce bleu sur notre chaîne et partagez-la. Merci beaucoup. Allez, prenez soin de merci à vous. vous. Merci à vous. Merci Alexandre.